plus particulièrement à ses enfants pour qu'ils comprennent. Excusez-moi, c'est mon téléphone. Julien, c'est la nuit. Tu veux faire la vérité? Donc, bon, voilà. Plus sérieusement, je veux juste resituer le contexte avant que Claudine commence à raconter son histoire. Donc, on est en France en 1942. On est au milieu de la guerre. Et la France, elle est partagée en deux. Il y a une zone libre et une zone occupée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une zone libre, c'est qu'elle n'est pas encore sous le contrôle de l'autorité allemande. Okay, bon. Et nazie. Et ce qui va se passer, c'est qu'en 1942, le 16 et le 17 juillet, va avoir lieu la rafle du Veldiv. Qu'est-ce que c'est? C'est 13 000 juifs, plus de 13 000 juifs qui vont être arrêtés et qui vont être enfermés dans un énorme gymnase qui s'appelle le Vélodrome d'hiver. Ils vont être détenus dans ce gymnase pendant 5 jours. Ils n'auront pas de nourriture, pas d'eau. Et puis ensuite, ils vont être déportés dans un premier temps dans un camp qui s'appelle Drancy en France, puis à Auschwitz. Pourquoi je parle de ça? C'est ce qui va se passer pour la famille de Claudine, une partie de sa famille, du côté de votre maman, Claudine, votre grand-père et votre oncle, qui vont être arrêtés par la police française, puis ils vont être la milice. Et ensuite, ils vont être déportés malheureusement à Auschwitz. Et c'est à partir de là où vos parents, accompagnés de votre grand-mère, vont décider de quitter Paris pour partir en zone libre, en Corrèze. Voilà. Et c'est là où votre histoire commence. Voilà. Alors, j'ai fait ce petit dessin qu'on appelle un génogramme pour vous situer, pour que vous puissiez, c'est plus facile de visualiser. Donc ici, on a les grands-parents maternels, donc Sophia et Osias, qui sont arrivés de Roumanie en France en 1912. Et ils ont eu 2 filles, donc Pauline, ma maman, et Alice, une autre fille. Et puis, là, ce sont mes grands-parents paternels. Donc, ma grand-mère est là et mon grand-père Abraham. Donc là, j'ai mis, ils ont eu 2 enfants. Vous pouvez voir que les garçons, enfin, masculins, c'est un rectangle et féminin, c'est un rond. Donc là, mon père, Henri, qui est né en 1917. Et là, c'est important de citer son frère, qui épousera Janine. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc, mon père Henri épouse ma maman, Pauline. Moi, je suis là. Je suis née en 1944. Bon, j'ai quand même mis mon mari Simon et mes 3 filles et les enfants des filles. Donc voilà, c'est pour que vous puissiez visualiser un petit peu plus facilement. Donc, après la rafle du Veldiv, la famille, donc Sophia et les 2 filles et mon père partent pour la Corrèze, Brive-la-Gaillarde. C'était en zone libre, comme a dit Johanna. Et pour aller en zone libre, il fallait payer un passeur, c'est-à-dire c'était un commerce bien fructifiant. Et cette famille a d'abord payé un premier passeur qui les a volés. Il a pris l'argent et ne les a pas fait passer. Il n'est pas venu les chercher. Donc, ils ont pris un deuxième passeur, qui celui-là était honnête, et les a fait passer vers Brive-la-Gaillarde, depuis Paris. Donc, ils se sont installés à Brive. Donc, mes parents, jeunes mariés, dans un appartement. Ma grand-mère, avec sa fille, qui était déjà veuve, Alice, il y avait un fils, mon cousin Lucien, qui avait déjà 7 ans. Donc, ils se sont installés à Brive, chacun dans un appartement. C'était la zone libre, tout allait à peu près bien. Et ensuite, ma maman tombe enceinte de moi en 1943, à peu près à l'été 43. Elle avait un travail. Mon père, je ne sais pas ce qu'il faisait parce que, en fait, malheureusement, ma mère m'a très, très peu parlé de mon père. C'était trop douloureux pour elle et on ne nous parlait pas. Et les enfants de ma génération ont vécu dans un silence assourdissant de la Shoah parce qu'on ne leur disait rien. Et c'est 20 ans plus tard, vers 1965, qu'on a commencé à parler, on a commencé à écrire et après, bon, on a su plus de choses. Donc, je reviens à ma maman qui tombe enceinte de moi. Excusez-moi, mais je dois regarder les dates parce que je suis un peu troublée. Donc, mon père est arrêté. Donc, maman tombe enceinte en été 1943. Mon père est arrêté sur dénonciation de voisins. C'était très courant de dénoncer les Juifs. Ça rapportait de l'argent aussi. Arrêté par la milice française. Et donc,
il est emmené par la Gestapo, après, à la Gestapo, qui était donc à Limoges, qui est une ville pas loin de Brive-la-Gaillarde. La maman de mon père est là, vraiment dévastée par ce drame, a reproché à maman de ne pas avoir fait le nécessaire pour sauver mon père, pour qu'il ne soit pas arrêté. Et je me souviens toujours de cette phrase qui résonne dans ma tête, de ma grand-mère qui parle à sa belle-fille. Si j'avais été là, mon fils n'aurait pas été arrêté. Mais ça, c'était son malheur qui la rendait comme ça, acariâtre. Bon, bref. Quelque temps après, ma grand-mère dit à ma mère, donc à sa belle-fille, à Pauline, voilà un colis que tu vas apporter à mon fils qui est arrêté à la Gestapo. Et ma mère enceinte, naïve, prend son vélo, ou je ne sais plus quel transport, avec ma tante Janine, qui est chrétienne, et ça aide beaucoup la famille. Donc elles partent toutes les deux à la Gestapo. Elles sont reçues là-bas. Ma mère dépose le colis pour mon père et demande est-ce que je peux le voir. Et on lui répond non, on lui en mettra le colis, mais vous ne pouvez pas le voir. Et elle repart. Incroyable, ils auraient pu l'arrêter aussi. Elle était juive. Eh ben non, c'était un miracle. Elle est ressortie avec sa belle-sœur, donc, et elles sont rentrées toutes les deux à Brive. Et puis, plus de nouvelles. Suite à cette arrestation de mon père à Brive, donc ma mère fuit Brive et elle part dans un hameau, dans une ferme, loin de Brive. Elle part avec sa mère, donc, et sa sœur Alice. Et c'est ainsi que je suis née en avril 1944, c'est bientôt mon anniversaire, dans un hameau de Corrèze qui s'appelait La Pigeonnie, dans une ferme. Et dans cette ferme, on a pu faire venir une sage-femme parce que la naissance a été un peu difficile. Et voilà. Et mes premiers jours ont eu lieu dans cette ferme, chez ces fermiers qui ont quand même eu la gentillesse de cacher des juifs, parce qu'il faut savoir que c'était très dangereux à cette époque de cacher des juifs, et c'était même risquer sa vie. On pouvait aussi être arrêté par les nazis. Alors là, je dois regarder les dates parce que je ne sais plus où j'en suis. Donc, la guerre passe, tout le monde reste dans ce hameau, et en 1945, donc j'ai 1 an, à la Libération, retour à Paris pour tout le monde. Donc ma grand-mère, maman, ma tante et 2 enfants, 3 veuves et 2 enfants rentrent à Paris. Ma maman espère toujours que son mari va revenir, donc elle attend. Elle cherche du travail, elle brodait très très bien, donc je me souviens qu'elle faisait des broderies à la maison pour des entreprises. Ma grand-mère paternelle lui propose une petite chambrette pour habiter après la guerre, comme ça, au-dessus d'un magasin qu'ils avaient rue de la Roquette. C'était vendeur de chaussures. Et peu à peu, maman progresse. Et elle retrouve, je ne sais pas si vous connaissez Paris. Après, elle trouve un appartement avenue Parmentier. Donc, c'est dans le 11e arrondissement de Paris. Elle continue à faire ses broderies. Et les années passent et moi, je grandis. Claudine, je vous coupe juste un instant quand même d'expliquer aux enfants que c'est juste l'après-guerre et que vous êtes dans une grande misère. Ah, voilà. Il faut quand même l'expliquer, ça. On était pauvres, je vais vous dire un truc terrible. Ma mère et moi, on était très pauvres. On n'avait pas d'autre solution que de prendre cette première chambre que ma grand-mère paternelle avait proposée. Mes grands-parents paternels étaient assez nantis, c'était des commerçants. Donc, quand ils sont rentrés après la guerre, ils ont repris le travail et voilà, ils ont pu gagner de l'argent. Mais ils n'ont jamais fait d'efforts pour aider ma mère parce que ma grand-mère était toujours, je ne sais pas quel mot trouver, pas rancunière, mais furieuse que son fils avait été déporté et qu'elle voyait qu'il ne revenait pas. Bon, il avait 26 ans, c'est normal pour une mère. Moi, j'ai eu des enfants de 26 ans, ils sont plus vieux maintenant, mais c'est un drame de voir son enfant emporté par les nazis à cette époque-là. Donc, elle est toujours restée hargneuse envers ma mère. Et ça a eu des répercussions sur son comportement envers moi, plus tard. Voilà. Donc, finalement, je grandis et ma mère finit par se remarier.
j'ai 5 ans, donc voilà, elle se remarie avec un monsieur qui a été mon beau-père, qui s'appelait David, qui était très gentil avec moi. Vraiment. Et de cette union vont naître 3 enfants, qui sont mes frères et sœurs. Vous voyez, je vous dis mes frères et sœurs. On est vraiment, on a été élevés ensemble, on est proches, quoi. Et cet homme qui était maroquinier avait des suites d'avoir été interné pendant la guerre, pas dans des camps d'internement, on appelait. C'était ni extermination, ni concentration, c'était internement, c'est-à-dire qu'il travaillait, etc. Bref. Et il se trouve que bon, mes frères et sœurs naissent, etc. Mais moi, en 1954, j'ai 10 ans et je tombe gravement malade. J'ai ce qu'on appelait à l'époque une primo-infection tuberculeuse. Personne ne sait ce que c'est maintenant, parce que maintenant, il y a un vaccin qui s'appelle le BCG, le bacille Calmette-Guérin, qu'on a fait à mes enfants, enfin, que vous avez tous eu, je pense, et qui évite la tuberculose. Mais à mon époque, il n'y avait pas. Donc, cette maladie, en fait, elle atteint les poumons. C'est le bacille de Koch qui donne cette maladie. Et donc, on m'a envoyé en préventorium. C'est un établissement pour enfants tuberculeux, quoi, où je suis restée 3 mois. Alors, il se trouve que j'étais une élève, apparemment une bonne élève, puisqu'à l'école primaire, on a provoqué mes parents en disant il faut sauter une classe. Donc, j'ai sauté une classe. Il se trouve qu'à 10 ans, j'étais déjà au collège, qu'on appelait à l'époque le petit lycée, parce qu'en France, on rentre au collège à 11 ans. Donc, j'étais au collège à 10 ans. Mais malheureusement, je suis tombée malade dans la première classe, qu'on a classe de 6e, et j'ai manqué 3 mois. Donc, quand je suis revenue, évidemment, l'année était perdue. Mais j'ai dû refaire une 2e, 6e. Mais grâce à cette année d'avance que j'avais à la primaire, je n'ai pas perdu d'année. Voilà. Donc, voilà, c'était pour situer ce... Et Claudine, peut-être de dire le poids que vous faisiez à l'époque pour qu'on se rende compte aussi. Quand j'avais 10 ans, je faisais 23 kilos, voilà. Mais bon, c'est suite de la guerre, j'ai été mal nourrie. À ma naissance, j'ai oublié de vous dire que l'accouchement était très très long et très difficile. Et j'ai été rachitique. J'ai eu aussi une maladie qu'on appelait à l'époque, c'est ma mère qui m'a raconté, qu'on appelait les coliques vertes, c'est-à-dire que je gardais aucune nourriture. Dès qu'on me mettait quelque chose dans la bouche, hop, ça partait. Et donc j'ai failli mourir à cette époque-là. Et ma mère me disait toujours, elle me trouvait très belle. Il paraît que j'étais un laidron parce que j'avais souffert pendant la naissance, donc mon visage devait être, je ne sais pas, déformé, je ne sais pas quoi. Donc, heureusement, ça s'est récupéré. Et ma mère me disait toujours, j'allais chez des photographes, je voulais une photo de toi, mais personne ne voulait te photographier. Bon, bref, voilà. Donc, c'est vrai qu'au début, quand j'étais toute petite, c'était assez difficile. Ah oui, je voulais vous dire que j'étais au lycée Victor Hugo, donc c'était un bon lycée de Paris, quand j'avais ces fameux 10 ans là, mais que j'ai dû quitter après. En 1956, j'avais 12 ans et ma famille n'était pas du tout pratiquante, pas du tout religieuse. Il faut que vous sachiez que tous les gens qui venaient des pays de l'Est, Pologne, Roumanie, Russie, tout ça, ils arrivaient en France, terre d'accueil, terre d'asile, et surtout s'assimiler, c'était l'essentiel. Oublier la religion, oublier tout. Et ma mère m'a toujours dit, où était Dieu à Auschwitz? Pourquoi il ne nous a pas entendus? Bon, bref. Donc, à 12 ans, j'habitais pas loin de la synagogue de Notre-Dame de Nazareth, je ne sais pas si vous connaissez Paris 3e, et je suis allée frapper à la porte, toute seule, au Talmud Torah, et je me suis inscrite. Et à l'époque, on ne m'a rien demandé, ni les parents, ni rien. Je me suis inscrite, j'ai suivi le Talmud Torah pour les filles, parce que les garçons étaient séparés, et j'ai fait la bat mitzvah à 12 ans, ou 13 ans, je ne me rappelle plus, parce qu'il n'y avait pas de bat mitzvah pour les filles à l'époque dans les synagogues. On nous rassemblait en fin d'année à la synagogue de la Victoire. Donc, on mettait toutes les filles de l'année et tous les garçons de l'année. Et voilà, c'était une cérémonie, on ne faisait rien du tout, une cérémonie, quoi. Et on nous habillait comme les chrétiens, avec des robes de communiantes. Je ne sais pas si vous avez vu déjà dans vos parents. C'était vraiment, quand je vois des photos maintenant, vraiment le truc de communion, avec la coiffe et tout. Bon, bref.
Donc, j'ai suivi ce Talmud Torah qui m'a beaucoup appris. Chez moi, il n'y avait pas de religion, pas de Shabbat, rien. Donc, j'ai commencé à casser les pieds un peu à ma mère et à mon beau-père. Bon, bref, je n'ai pas réussi à les convaincre. Pas grave. Malheureusement, en 1959, mon beau-père meurt. Donc, moi, j'ai 15 ans, ma mère a 40 ans et 4 enfants. Deuxième veuvage. Là, c'était une période difficile parce qu'on était. À l'époque, il n'y avait aucune protection pour les veuves avec enfants, pas de sécurité sociale, pas d'aide, rien. Et on est resté, on est retombé dans la pauvreté, comme tu dis si bien. Je me souviens qu'on était habillés avec des vêtements qu'on nous donnait. Voilà, c'était très dur. Ma mère a dû rechercher du travail parce qu'elle ne travaillait pas du temps de son deuxième mari, avec tous ses enfants à élever. Donc, elle a recherché du travail et par chance, une petite étoile de chance quelque part, un oncle de ma grand-mère, un oncle de maman, pardon, donc un frère de Sophia avait une usine de boîtiers à lunettes à Paris et il a embauché maman. Donc, elle a commencé à travailler dans cette usine et comme salariée et il ne voulait pas montrer les faveurs qu'il ferait, elle ne disait pas qu'elle était sa nièce. Et donc, elle recevait le salaire comme tout le monde à la fin du mois. Mais cet oncle-là, il lui donnait à part, dans son bureau, une enveloppe du double du salaire qui était pour elle. Donc ça, c'était formidable parce que ça nous a sortis du pétrin. Moi, j'ai quitté le lycée en seconde pour aider maman aussi parce que ça ne nous suffisait pas, ce salaire, pour trouver des petits boulots. J'ai continué les études secondaires parce qu'on appelait à l'époque le centre de téléenseignement. Ça s'appelle maintenant le CNED. Et c'est comme ça que je suis allée au bout des études secondaires avec ce CNED et que je travaillais dans la journée, des fois à mi-temps, des fois à temps plein. C'était dur. Mais on s'en est sorti. Et après ça, je me suis beaucoup. Donc, ma mère et moi, qu'est-ce qu'on a fait? On a élevé mes frères et sœurs qui étaient beaucoup plus jeunes. Ils ont entre 7 et 8 ans de moins que moi. Et quand mon beau-père est mort, ma dernière sœur, elle avait 2 ans, donc elle était toute petite. Donc, on a essayé de remonter la pente un peu comme on a pu. Qu'est-ce que je... Oui, alors donc, mes frères et sœurs, c'était pas facile parce que tout de suite après moi, j'avais un frère qui s'appelle, je me souviens toujours, il s'appelle Michel et mon beau-père, il voulait qu'on l'appelle Mendel. Et ma mère, elle disait, mais attends, on sort de la guerre, tu vas pas donner un nom juif à ton fils et tout. Donc, il s'appelle Michel. Donc, c'était le garçon élevé dans un gynécée, quoi. Il y avait 3 femmes autour de lui et c'était pas facile pour lui. Mais enfin bref, je m'en suis beaucoup occupée, je vais lui rechercher des études, enfin des écoles qui lui convenaient. Et je voudrais redire qu'à cette époque, on ne faisait rien pour les enfants orphelins, quoi. On ne savait même pas ce que c'était la psychologie de l'enfant, on ne s'y intéressait pas du tout. Pourtant, Maud Manoni, elle avait déjà écrit, je pense, à cette époque, mais ce n'était pas arrivé jusqu'en France. Et voilà. Donc, mon frère, il s'en est sorti à peu près, mes 2 sœurs aussi après. Et peu à peu, je dois dire qu'on a été très aidés par ma grand-mère maternelle, tant qu'elle était là, tant que financièrement que moralement. Enfin, elle était toujours avec nous en vacances, etc. Contrairement à ma tante Alice, qui elle aussi s'était remariée après la déportation de son premier mari, mais elle vivait sa vie avec son nouveau mari et elle ne s'occupait pas de nous du tout, quoi. Et quant à ma famille paternelle, alors encore moins, mais vous allez voir plus tard qu'ils ont été obligés de reconnaître que j'étais une fille née comme un Esther et que je faisais partie de l'indivision, puisque en fait, mes grands-parents ont eu 5 enfants, dont mon père, donc déporté, et 4 autres qui ont survécu. Donc quand est arrivée la mort de mon grand-père Abraham, il est mort très tôt d'un cancer de l'estomac dans les années 48. Et ma grand-mère, elle a survécu. Et quand elle est décédée dans les années 70, je crois, il y a eu l'indivision. Et dans l'indivision, il y avait Claudine, la 5e. Et on a essayé de me faire signer des papiers pour que je renonce
soit la succession, enfin je ne sais plus ce que c'était. À l'époque, j'étais déjà avec mon mari Simon, qui était un excellent juriste, bien qu'il était aussi ingénieur en électronique, mais c'était un excellent juriste. Et là, on a mené une bataille tous les deux. Et en fait, on a écrit, on fait tout un truc. Et ça fait que je suis restée dans l'indivision, ce qui était normal. Voilà. Donc, mais même jusque-là, on voulait m'évincer de la fratrie Common Esther. Alors, je ne sais pas, c'est un déséquilibre à cause des tragédies qu'il arrivait dans ces familles à cette époque. Voilà. Et en plus, après la guerre, quand ma mère est rentrée à Paris en 1945, ma grand-mère voulait que Oscar divorce de Janine pour épouser Pauline. Ben oui, il faut qu'elle reste de la famille, une femme juive. Et puis, parce qu'il faut rappeler qu'elle n'était pas juive. Non, je l'ai dit, oui, elle était catholique. Elle préférait remplacer la non-juive par votre mère qui était juive et veuve. La pauvre Janine a été détestée par la famille Common Esther jusqu'à la fin de ses jours. Sauf que c'était un couple qui s'adorait, donc ils ont tenu le coup. Quoi. Mais voilà. Et donc là, j'ai un peu zappé. Tu me resitues si je me trompe. Ce qu'il faut quand même comprendre, voilà, c'est ça, c'est les dégâts après la guerre. Parce que souvent, quand on parle de la Shoah, on parle pendant la Shoah. Oui. Mais il faut comprendre. Alors, les dégâts après la guerre, ça a été ma maladie, parce que c'était du rachitisme, j'ai pas eu la nourriture nécessaire. D'ailleurs, c'est grâce à ma tante Janine qui est allée chercher du lait en poudre à la Croix-Rouge et des vêtements pour moi que j'ai pu être nourrie et habillée. Parce que je ne supportais même pas le lait de ma mère, enfin, je ne sais plus quelle histoire. Donc, cette tante Janine, elle a été une étoile au-dessus de nos problèmes. Ah oui, je voulais dire un truc de ce que tu m'as dit. Rappelle-moi de quoi tu m'as parlé. Ah oui, les dégâts. Non, oui, des conséquences qui ont lieu des années après la fin de la guerre. En fait, la guerre ne s'arrête pas. Enfin, même si la guerre s'arrête, les conséquences, elles continuent. Et on voit bien les tensions qui peuvent se créer même les tensions, alors justement, les tensions. J'allais oublier quelque chose de très important. Maman était très attachée à ce que je reste liée à la famille Common Esther, la famille de mon père, même s'ils ont eu des conduites innommables avec moi, envers moi. Et quand j'étais petite, on n'allait pas à l'école le jeudi, c'est le jour de congé. Enfin, en France, c'était comme ça. Et donc, chaque jeudi, elle m'obligeait, c'était vraiment le terme, à aller voir ma grand-mère, qui habitait rue de la Roquette, donc dans le 11e, et nous, on habitait vers la République à Paris. Et je me souviens, quand j'étais vraiment petite, elle m'accompagnait, ou ma grand-mère venait me chercher. Vous voyez, ma mère, quand même, la tolérance qu'elle avait pour faire ça. Et quand j'allais chez ma grand-mère, je faisais quoi? Pourquoi je ne voulais pas y aller? Elle m'asseyait sur une chaise dans le magasin de chaussures et j'attendais que le jour se passe. Et elle ne m'emmenait nulle part. Ah si, elle m'emmenait faire des courses. Et alors, je me souviens chez le boucher, chez le boulanger, on me disait « Ah, quelle bonne petite fille !» Alors, elle disait « Ah, vous savez, c'est la fille de mon pauvre fils qui a été déporté. » Je ne savais même pas le mot, ce que ça voulait dire. J'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans. On ne me disait pas? Donc, je ne savais pas. Et elle, voilà, elle me baladait comme je ne sais pas comment on appelle ça, un jouet, quoi. Mais sinon, au niveau aide financière, etc., rien, quoi. Alors que c'était une famille nantie. Bon, c'était comme ça. Donc, c'était ce que je voulais dire. Les conséquences de ma grand-mère qui est là, qui a d'ailleurs été internée après la guerre, qui a reçu des électrochocs, parce que là, ça devait être une dépression très sévère, je ne sais pas quoi, évidemment. Après avoir perdu son fils, c'est normal. Il lui en restait des enfants, mais bon. Il y avait un autre fils, mais celui-là, il n'avait pas fait le bon choix. Donc, il est resté toujours un peu mis de côté. Donc, voilà les dégâts, en fait, qui se poursuivent après la guerre. Et moi, obligée d'aller voir cette grand-mère, je regrette de le dire, mais je ne l'aimais pas. Elle faisait rien pour ça. Je ne me rappelle pas qu'elle m'embrassait, des câlins, des trucs, rien. Et quand elle me donnait un paquet de bonbons, quand je partais le jeudi soir, parce qu'après j'étais plus grande, je prenais l'autobus, etc. J'allais seule. Je rentrais chez moi le jeudi soir avec mon paquet de bonbons et elle me disait « Ça, c'est pour toi, c'est pas pour tes sauvages de frères et sœurs. » C'est incroyable. Et moi, je disais, maman, elle me disait « C'est quoi ces bonbons ?» Je disais « C'est pour moi, mais c'est pas pour mes sauvages de frères et sœurs. » Alors là, ça a chauffé quand même. Ma mère a réagi. Je ne sais plus comment, mais je sais que ça a chauffé. Bon, bref.
Et le temps passe. J'avais des aptitudes pour les langues étrangères. Donc, ça m'a permis de passer des concours vers les années 68, 69. Et donc, c'est ainsi que je suis devenue fonctionnaire international des Nations Unies. Et j'ai eu un premier poste à Rome, à la FAO, qui est l'agence pour l'alimentation et l'agriculture, où je suis restée 2 ans. Et après, comme j'ai rencontré Simon, qui allait devenir mon mari, j'ai été transférée à Paris à l'UNESCO, je suis restée 16 ans. Voilà. Et je vais vous dire après que j'ai changé d'orientation professionnelle. Claudie, si je peux me permettre, vous avez dit qu'on ne vous avait jamais parlé de votre père finalement, jusqu'en 1965, quand vous parlez de votre relation un peu conflictuelle avec votre grand-mère paternelle. Est-ce que vous aviez conscience que c'était le père, la maman du père que vous n'aviez pas connu? Est-ce que vous aviez déjà une conscience de ça? Et pourquoi vous dites, vous datez ça de 1965? Non, parce qu'en 1965, c'est pas moi. On commençait à parler en général. Mais moi, il n'y avait rien de particulier. D'abord, j'avais déjà 20 ans. Et à cette époque, au moment où je suis partie, où j'ai eu mon poste à Rome, j'ai complètement cessé mes relations avec ma grand-mère. Parce que j'étais loin. À l'époque, il n'y avait pas de... Je sais pas, on ne communiquait pas tellement. Et puis, je n'avais pas envie, quoi. Et il se trouve qu'elle est décédée en 60... Ah oui, si je sais. Elle est décédée en 72 à la naissance d'Aubépine, de ma fille aînée. Mais je ne l'avais pratiquement pas revue, elle était malade, etc. Attends, il faut continuer à poser ça. Non, je vous demandais si votre grand-mère paternelle vous parlait de son fils. Ah non. Jamais. Il y avait comme ça une espèce d'omerta sur ce sujet. Ni elle, ni mon oncle Oscar. Et je vais vous dire un truc terrible. J'ai ma dernière tante, la dernière sœur de la fratrie, parce que je n'ai pas mis toute la fratrie là, qui a aujourd'hui 90 ans. Et je vais la voir relativement souvent. Et l'autre fois, je lui ai demandé, est-ce que tu as des souvenirs de mon père, etc. Elle me dit, écoute, j'avais 13 ans d'écart avec lui. Il est parti à la guerre, enfin, il est parti, quoi. Et je ne l'ai pas connu. Donc, la dernière sœur n'a pas connu son frère aîné. Je comptais sur elle, mais elle n'a pas de souvenirs. Parce que la fratrie, il y avait trop d'écart dans les âges. Donc même elle, il y en a une qui m'a un peu plus parlé de mon père, c'était ma tante Rebecca, qui était née en 1915. Et elle m'a un peu parlé de lui, c'est une anecdote, parce qu'elle a connu son fiancé ou je ne sais pas quoi, son amoureux très jeune. Et à l'époque, il fallait un chaperon. On ne laissait pas sortir les filles sans un chaperon, enfin, avec son amoureux. Et donc, le chaperon, c'était mon père. Alors, elle me dit, ah oui, ton père, c'était mon chaperon quand je sortais avec mon futur mari. Bon, bref. Donc, elle m'en a parlé un petit peu, mais pas tellement. Donc, Claudine, c'est vous qui êtes allée un peu à la pêche aux informations. C'est vous qui êtes allée. Oui, et je me suis aperçue quand j'ai parlé avec Johanna, il y avait tellement de choses que j'ignorais, tellement de choses qu'on n'a pas dit. Et je suis tellement heureuse, oui. Ça me fait vraiment c'est un honneur de vous parler ce soir. Je n'ai jamais témoigné, c'est la première fois de ma vie. Il a fallu que j'attende 77 ans pour témoigner. Et en parlant avec Johanna, je me suis aperçue que j'avais des lacunes énormes et que plus personne n'est là pour me les donner. Alors parlez à vos enfants, racontez-leur tout, le bien, le moins bien, pour qu'ils sachent ce qu'ils aiment. Dites-leur que vous les aimez, je ne sais pas si vous le faites, mais faites-le encore plus, parce que c'est tellement important de transmettre. Parce que quand on se retrouve comme moi, un peu vide de tout ce que j'aimerais savoir, ben c'est dur, quoi. Et donc, j'ai touché des trucs difficiles avec toi, parce que je me suis dit, ben je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire. Oui, mais vous êtes allée à Auschwitz. Vous êtes allée à Auschwitz. Ben, je vais continuer, puis après, vous me poserez des questions, si vous voulez. Donc voilà. Donc en 1971, donc je me suis mariée civilement et religieusement à Jérusalem. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer. Dans la ketouba de mes parents a disparu dans la tourmente. Donc quand j'ai voulu me marier au consistoire à Paris, pas de ketouba, pas de mariage. Bref. Alors il fallait que je vienne au tribunal, enfin au consistoire, avec 2 hommes qui avaient connu mon père.
Donc, on a trouvé 2 hommes qui ont connu mon père. On est allés ensemble au consistoire. Je me suis trouvée devant un tribunal avec 3 barbus. Excusez-moi, mais j'ai un souvenir horrible, horrible. C'est ce qui m'a éloignée à jamais du judaïsme orthodoxe. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. J'étais devant ces types-là qui me posaient des questions, aux messieurs qui m'accompagnaient. C'était ma 2e punition, quoi. J'avais envie de leur dire, mais vous tuez mon père une 2e fois. Qu'est-ce que vous êtes là à me cuisiner? J'ai 20 ans, non, j'avais plus, j'avais 26 ans, je veux me marier, c'est pas assez que mon père soit déporté, non. Qu'est-ce qu'on a fait avec mon mari? On a commencé à futur mari. Chacun a pris sa mère et on est parti à Jérusalem et on s'est mariés là dans une yeshiva. Tous les 5, je ne sais plus combien on était, 4, 5. Et après, on est allé dans un kibbutz hôtel se reposer quelques jours. Et voilà mon mariage religieux. Voilà, d'où j'ai eu ces 3 merveilleuses filles ici sur le plan. On peut montrer peut-être un peu maintenant les photos, Bruno. Qu'est-ce qui vient après? Alors ça, c'est mon grand-père Osias, Landès, qui était roumain. Votre grand-père maternel, c'est ça? Absolument. J'ai que des... après, il y a la... Osias, oui. Après, il y a... Alors ça, c'est ma grand-mère Sophia, Osias, mais c'était 20 ans avant. Hein. Alice, la brune, et maman, la blonde, là, qui a la bouche comme ça, un peu ouverte. Voilà. Et après, alors oui, ça, c'est le nom de mon père, comme un Esther Henry, qui était au monument de Roglit. Vous êtes allé déjà? C'est le monument israélien à Roglit pour les 76 000 déportés juifs français. Et donc, il y a tous les noms. En fait, c'est une reproduction des murs des noms du mémorial de la Shoah à Paris. Voilà, là, il y a comme un Esther Henry, vous voyez, 26 ans, déporté de Brive-la-Gaillarde. Il était né le 22 janvier 1917. Qu'est-ce qu'il y a après? Comme un Esther, j'ai loupé le début, c'est de quelle origine? Roumain, c'est comme un Echti, c'est le nom du village. Ça, c'est mes parents. Voilà, vous voyez, ils étaient tout jeunes puisque maman elle avait 24 ans là et mon père 26. Enfin, ils avaient un an d'écart. Et après, je ne sais pas qui a. Ça, c'est lui aussi, Henri. Donc ça, c'est peu avant la déportation. Bah oui, tout. Hein. Et après, il y a... Ça, c'est moi. Et après, c'est tout, je crois. Ok, merci. Donc, en 1986, je fais mon premier pèlerinage à Auschwitz avec le rabbin, avec Serge Klarsfeld, le rabbin Daniel Fari. Et voilà, on part par avion le matin jusqu'à Cracovie, je crois. Après, on prend des bus pour aller à Auschwitz. Et on nous conseillait de jeûner, que de boire de l'eau quand on allait faire cet aller-retour dans la journée. C'est pour ça que j'ai demandé à Héloïse de faire des trucs très simples ce soir et des trucs ronds qui marquent le deuil et l'infinité, l'éternité du renouvellement de la vie. Donc, je suis allée une 2e fois à Auschwitz en 1992 par train. Et ça, c'était une initiative encore de Serge Klarsfeld. Vous le connaissez? Tout le monde le connaît ou je parle un peu de lui? C'est un avocat dont les parents ont été déportés d'ailleurs et qui a beaucoup fait pour les enfants déportés. En 92, donc on va en train, c'est-à-dire 50 heures de train pour aller à Auschwitz, mais la gare d'Auschwitz vraiment. Et je me suis trouvée dans un compartiment où il n'y avait que des gens qui n'étaient pas touchés par la Shoah directement. Et donc, ils m'ont fait parler pendant, je ne sais pas, sauf la nuit, quoi. Ils m'ont fait parler tout le temps. Et je me souviens de ce trajet. Vous imaginez ce que c'est, 25 heures dans un train, nuit et jour. Et alors, on avait apporté des victuailles pour pouvoir se nourrir, etc. C'était volontaire de faire le voyage en train? Ouais. Et c'était, je trouve, très important. Parce qu'il s'en passe des choses dans votre petit cerveau pendant 50 heures. C'est pas comme... Vous revivez un petit peu ce voyage. Complètement. Parce que les déportés, ils partaient... Donc, nous, on était confortablement dans des sièges, avec la nuit des couchettes, etc., et à manger. Et les nôtres, ils sont partis dans des wagons à bestiaux, sans nourriture, sans...
D'ailleurs, on m'avait demandé d'écrire une fois un article sur le deuil, voilà, il y a, je sais pas, 15-20 ans, et j'avais intitulé malheureusement, je pourrais vous l'envoyer de Paris, mais ici, je ne l'ai pas. J'avais intitulé cet article « Ils vivent à travers nous ». C'est vrai, ils vivent tous à travers nous, c'est disparu. Et j'avais lu en particulier, je me souviens d'un extrait, où dans ce train, il y avait un bébé qui était mort. Non, la maman était morte et le bébé était encore le sein de sa mère. C'est tragique, quoi. Parce que dans ces wagons, ils n'avaient rien, ni eau, ni nourriture, rien du tout, d'hygiène, on n'en parle même pas, etc. Voilà. Donc, j'ai fait 2 pèlerinages à Auschwitz, en 1986 et en 1992. Et puis, je ne sais pas ce qui est arrivé, à un moment donné, vers 1986, donc je décide de démissionner de l'UNESCO. C'est-à-dire qu'à cette époque, les États-Unis, qui participaient pour 25% de la subvention de l'UNESCO pour son fonctionnement, a quitté l'UNESCO, et ça a été le branle-bas de combat, puisqu'il n'y avait plus de sous. C'était pour des histoires de... Alors, je ne me souviens plus très bien. Il y avait un truc avec la Birzeit University. C'est un truc en Palestine, enfin, une université palestinienne. Et il y avait eu des conflits, évidemment, avec les États-Unis. Donc, les États-Unis sont partis. Et donc, ils avaient instauré des incitations au départ. Et moi, j'ai démissionné, je suis partie. J'avais un très bon poste et vraiment un excellent salaire. Mais j'en avais marre, c'était fini. Et je me suis réorientée, j'ai repris des études à Paris 5, dans un département de carrière sociale. Et suite à ça, j'ai commencé à travailler dans les hôpitaux comme assistante sociale et dans une spécialité de soins palliatifs, c'est-à-dire le soin palliatif, c'est à l'opposition des soins curatifs, c'est consacré aux patients qu'on ne peut plus guérir, donc aux patients en fin de vie, quoi, qui vont mourir. Et dans ce travail, il y a beaucoup d'accompagnement des familles, des malades, des enfants, etc. Et c'était une très belle carrière où j'ai senti ma place. J'ai beaucoup donné, enfin, j'ai fait pour aider les autres dans les épreuves de la vie. J'ai travaillé, je ne sais plus combien d'années, à l'Hôtel Dieu à Paris, j'ai oublié. Je ne sais pas si je l'ai. 17. C'est possible. J'ai commencé en 89 et j'ai pris ma retraite en 2006. Donc, mais je ne suis pas restée tout le temps à l'Hôtel Dieu parce qu'en fait, dans l'équipe où j'étais, qui s'appelait le professeur Zitoun, qui était une équipe d'hématologie, mais qui en fait avait une partie soins palliatifs, j'avais instauré une rencontre entre familles endeuillées que j'avais appelée goûter commémoratif. C'était moi qui avais mis ça en place. Donc les gens qui avaient perdu leurs proches, ils étaient sollicités s'ils voulaient, ou c'était pas comme ils voulaient. Ils pouvaient venir parler de leurs expériences douloureuses entre les uns et les autres. Et voilà. Et puis donc mon patron, le professeur Zitoun, il a trouvé ça très bien. Et donc il a fait venir des observateurs. Il trouvait que c'était une initiative. Et il a fait venir, je ne me souviens plus qui, est venu un jour dans ce goûter, une religieuse protestante qui s'appelle Sœur Nathanaël, qui est devenue une grande amie pour moi, une sœur. Elle m'a débauchée. Et donc, je suis partie travailler pour l'établissement des diaconesses de Reuilly. C'est des protestants. Enfin, toi, tu m'as dit que tu connaissais, Johanna. Oui, je connais. C'est une fondation protestante qui a des hôpitaux, des maisons de gériatrie, enfin. Et donc, voilà que je quitte l'Hôtel Dieu, le professeur Zitoun qui était très en colère. Bon. Et je vais travailler donc chez les diaconesses, c'était à Versailles, mais surtout j'allais travailler à mi-temps et ça m'intéressait beaucoup parce que ma petite Héloïse était encore petite et je voulais un peu m'occuper d'elle aussi. Et voilà. Et donc j'ai travaillé chez les diaconesses jusqu'en 2006. Je voulais aussi vous dire qu'à l'Hôtel Dieu, pendant toutes ces années, nous faisions beaucoup de formations parce que nous étions la première équipe de soins palliatifs à l'assistance publique hôpitaux de Paris, pour ceux qui connaissent.
Et on faisait des formations pour les 52 établissements de la PHP. Donc voilà, j'ai beaucoup transmis avec mon cœur, avec tout mon passé, avec tout ce qu'on pouvait faire pour aider les familles envers les soignants. Parce que la mort fait très peur dans les hôpitaux et les soignants fuient les malades en fin de vie. Donc, notre rôle, c'était d'essayer de les apprivoiser, c'est ça le mot, pour ce concept de la mort, de la fin de la vie, et aussi d'éviter l'acharnement thérapeutique, parce qu'à un moment donné, voilà, on passe de l'un à l'autre. Si je peux me permettre de souligner ce que vous m'avez dit pour faire un lien entre ce que vous avez vécu petite et aujourd'hui, tous ces changements de carrière, enfin, il y en a eu 2, c'est cette énergie finalement que vous avez trouvée. Ah et ben c'est voilà. ça, c'est ce que vous m'avez dit, de toujours... Ouais. C'est cette enfance qui a été quand même extrêmement compliquée. Vous en avez tiré une force. Alors, ma vie, mon enfance, elle a été précaire au niveau santé, c'est vrai. Mais mon adolescence aussi, enfin, ça a été difficile. Ben, vous avez compris que ça a été difficile. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que contrairement à ce qu'on peut entendre, je ne me suis jamais sentie victime. Jamais. J'ai toujours été motivée, j'ai toujours voulu aller de l'avant. Et de toutes ces épreuves, finalement, j'ai sorti une force qui m'a menée là où je suis arrivée aujourd'hui, en Israël donc, et à élever mes 3 filles merveilleuses, et maintenant à donner tout mon amour à mes 8 petits-enfants, tout aussi merveilleux. Voilà, j'en ai 5 à Paris. Ils sont grands, hein. Il y en a des plus grands. Je regarde si j'ai rien oublié. Ah oui, si, je voulais vous dire un truc. Alors, j'ai toujours eu senti que j'avais ma place dans cette carrière à l'hôpital. Et quand j'ai commencé mon dossier pour faire l'ALIA, alors on vous demande des papiers, vous connaissez tous, hein, extrait d'acte de naissance, casier judiciaire. Pour les enfants, je veux dire qu'on demande beaucoup de justificatifs de nous. Si on n'a pas volé, où est-ce qu'on est né, de quels parents, si on est juif, certificat de judaïté, etc. Et puis, je reçois tous ces papiers, je les apporte à l'agent juif. L'extrait d'acte de naissance, je ne l'ai même pas lu. Enfin, bon. Et la fille m'appelle le lendemain, elle me dit « Ah, votre extrait d'acte de naissance, ça ne va pas. Il est écrit que vous avez adopté par la nation en 1948. Donc, vous n'avez pas vos parents. J'ai été adoptée par la nation. » Je ne dis « Pas du tout. » Je dis « Tous les enfants orphelins de la Shoah, c'était le gouvernement français, devenaient pupilles de la nation. » Je ne sais pas si vous avez cette notion-là. C'est-à-dire que comme on n'avait plus ou notre père ou notre mère ou nos parents, la nation faisait quelque chose pour nous aider, et surtout dans le cadre de l'éducation. Et ça, c'était jusqu'à mes 18 ans. Donc, pupilles de la nation, nous recevions des bourses scolaires, c'est-à-dire que c'était de l'argent pour acheter les livres, les cahiers. C'était surtout pour le lycée, le petit lycée, parce qu'à l'école primaire, les fournitures étaient gratuites. Je me souviens que j'avais une réduction pour la cantine. Et puis on avait des sorties, des facilités, enfin on s'occupait un peu de nous, quoi. Et j'ai dit à la fille, mais vous savez pas ça, je suis pas la première qui fait le dossier d'Alia et qui est passée par orphelin de la Shoah et qui est pupille de la nation. Ah ben non, il faut dire qu'à l'agent juif, c'est en dessous de tout. Je sais pas, on n'allait pas avec le corona. Je suis juste allée poser le dossier, physiquement. Et c'est tout. Après, quand j'y allais, c'était dans le couloir. Enfin, ils sortaient de leur truc, là. Donc voilà, je voulais raconter ça parce que j'ai découvert, il y a 6 mois, que j'étais pupille de la nation et que j'avais complètement oublié. Mais c'est vrai que ça m'avait aidé. Enfin, ça avait aidé ma mère d'avoir des bourses, etc. Donc voilà, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous. J'ai tenu le coup. Merci d'être venu. Et si vous avez des questions, peut-être je ne pourrais pas répondre, mais vous pouvez toujours essayer. Moi, c'était par rapport à votre père. En fait, si vous avez cherché à savoir, enfin, ce qui lui est arrivé, mais combien de temps il a été, à quel temps, Non, mais de toute façon, c'est grâce à Serge Klarsfeld qui a édité son je sais pas, c'est pas un annuaire, je sais pas comment il appelle ça, Mémorial de la Shoah, je crois qu'il l'appelle, Mémorial de la déportation, un truc comme ça.
Vous connaissez cet annuaire? Tout le monde devrait l'avoir chez lui. Tout le monde. Écrivez, allez sur Google, achetez-le. Très important. Parce qu'il y a tout. Je regrette vraiment. Je ne savais pas que j'allais faire ça ici, sinon je l'aurais apporté de Paris. Mais c'est grâce aux nazis qui étaient très organisés qu'il a pu faire cet annuaire, qu'il a récupéré les noms. Ce que vous avez vu sur mon nom là, de mon père, il sort de cet annuaire-là. C'est grâce à cet annuaire qu'ils ont fait le mur des noms au mémorial de la Shoah à Paris. Alors, il y a les convois du premier, je crois qu'il y a eu 74 convois au 77, merci. Parce qu'il y a des convois qui sont partis encore en 1945, ils ont encore déporté. Donc, comme je vous l'ai dit, mon père était dans le convoi à 64. Et c'est tout ce qu'on a. Moi, chez moi à Paris, j'ai un document disparu. Mon père disparu. C'est tout. Johanna m'a posé cette question. Peut-être qu'il faut aller dans des archives. Moi, je sais, par exemple, mon père, il a cherché mon grand-père, il était également dans les camps de travail à Bougainville, parce qu'il a eu de la chance en Afrique pour quelqu'un qui n'était pas juif. Enfin, il y avait des faux papiers, mais son frère a été déporté à Sobibor. Et mon père a retrouvé la trace qu'il est resté tant de jours dans le camp entre les deux. Et à peine il est descendu les trains, il a été exterminé. Ah oui. Il est arrivé à retracer et personne, les grands-parents. Bah, ça fait partie peut-être d'un prochain. Non, je ne sais pas. Non. C'est pour ça, c'était est-ce qu'on a. Non, comme j'ai dit à Johanna l'autre fois, mon père était très jeune, donc je pense qu'il a travaillé. Ils ne l'ont pas exterminé à 26 ans. Quoi. Ils l'ont envoyé au turbin, à casser des pierres, enfin je ne sais pas quoi. Mais finalement, il a été déporté en décembre 1943. Donc, il y a eu toute l'année 1944. Les camps ont été libérés en 1945, je crois. Il a dû, je ne sais pas, mourir d'épuisement, ou je ne sais pas. Je crois qu'à Yad Vashem, il y a pas mal d'infos pour le trouver, je pense. Oui, aussi. Bon, c'est pas un truc qui m'a. C'est vrai que chaque année, quand je suis en France, je vais lire le nom, parce qu'en ce moment, ils lisent les noms, là, cette nuit, jusqu'à demain soir. Et encore, il leur faut chaque année, ils lisent la moitié des noms. Parce qu'il leur faut 2 ans. Donc cette année, c'est pas le numéro. Le convoi de mon père ne passe pas. Ce sera l'année prochaine. Et ça a été instauré en 1991 par le rabbin Daniel Fari qui a commencé cette lecture des noms. Au début, on le faisait sous une modeste tente, justement près du Veldiv, au pont de Birakem à Paris. Et puis, ça a été récupéré et par le mémorial de la Shoah. Bon, alors maintenant, c'est devenu de plus grande ampleur. Ça se passe au mémorial de la Shoah. Et là, j'ai été outrée aujourd'hui parce que j'ai vu que le consistoire, il a mis son nom dedans. Il y a mémorial de la Shoah et le consistoire. Mais le consistoire, excusez-moi, il faut être à Paris pour savoir ce qui se passe au consistoire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont inscrits au consistoire français ici. C'est une mafia, quoi. L'important, c'est que ça donne de l'importance au projet, je pense, et plus il y a de gens qui s'associent à ça et qui portent ces noms. Oui, mais le consistoire, il ne lève pas le petit doigt. Il n'y a personne même du consistoire qui vient à Yom HaShoah. Personne. Il y a François Elbron qui est formidable, qui est le directeur ou le je ne sais pas quoi du mémorial de la Shoah, qui est très impliqué. Alors, qui mettent le mémorial, d'accord, mais c'est parti du MJLF à l'époque, ça s'appelait Mouvement Juif Libéral de France. Bon, après, maintenant, c'est devenu très bien en mémorial, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que vient faire le. Que les gens puissent le voir encore plus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de juifs qui ne suivent pas ce mouvement du MJLF. Non, mais maintenant, c'est fini. Ok, c'est passé au mémorial, c'est très bien. Parce qu'en même temps, on vient lire les noms, on vient écouter. Il y a l'allumage des 6 bougies au début. À la fin, il y a le Kaddish. Et pendant qu'il y a la lecture, les gens ils vont voir les murs des noms aussi. Donc, c'est une occasion, bien sûr, c'est super. Mais pas avec le consistoire, quoi, franchement. J'ai encore une question. Donc,
en fait, du coup, tu as dit que quand vous êtes rentré, quand vous êtes rentré de Brive à Paris. Mais viens là parce qu'on t'entend. Les gens, ils t'entendent. Je sais pas si- Non, c'est rapide. Quand vous êtes rentré de Brive à Paris avec Lily, quoi, avec maman. Et du coup, Etla, elle avait récupéré son commerce. Oui. Parce que je sais pas, des fois, on a entendu, on a appris que les commerces avaient été récupérés, les appartements aussi, pillés, etc. Non. Et donc, chez les commerçants, ils ont récupéré Tout. leur, Et même ma tante Alice qui avait un appartement, j'ai oublié le nom, elle a récupéré son appartement. Ma grand-mère Sophia aussi, elle a récupéré son appartement. Mais entre-temps, c'est vrai que les gens, les Français, les avaient investis. Les boutiques, les appartements, tout ça. Donc, il y avait des gens qui allaient habiter dedans. Bien sûr. Et après, ils les ont chassés. D'accord. Ma grand-mère Sophie, elle les a. C'est ma cousine Sophie qui est à Jérusalem qui m'a dit aujourd'hui, parce que ça, je ne le savais pas, quand ma grand-mère est rentrée, donc elle, c'est son arrière-grand-mère. Quand ma grand-mère est rentrée de Brive, enfin de la Pigeonnie, là, où c'était, elle a viré les gens qui étaient dans le magasin d'optique. Mes grands-parents maternels, ils avaient un magasin d'optique. Je ne sais pas si je l'ai dit. Et compter sur le fait que les gens ne rentrent pas. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et de toute façon, il faut savoir que le français moyen, il s'est bien enrichi avec les délations. Hein. Parce que voilà, ça rapportait aussi. Qui est-ce qui leur donne l'argent? Je ne sais pas. Ça, je sais pas. Je pense que c'est les Français. Hein. Parce que la milice a été. Je ne sais pas si vous savez que les nazis n'ont pas demandé que les enfants soient déportés avec les parents. C'est la milice française qui a interné les enfants à Drancy, enfin dans les différents camps, tout seul. C'est innommable. Et moi, je voulais aussi savoir, parce que c'est ce qu'on entend, et puis là, il y a eu un projet, les derniers, qui a été vraiment médiatisé, qu'apparemment, en effet, c'est ce que tu disais, bon, peut-être dans les familles, on ne parlait pas trop de la guerre, de ce qui s'était passé, peut-être on ne savait pas trop, et aussi même dans la société française en général, c'était un truc, au retour des camps, je ne sais pas, j'imagine, tout le monde revient, après 45, 46, 47, on n'en parle pas trop, quoi, on continue à avancer, puis comme si de rien n'était. Est-ce que c'est le cas? C'est-à-dire, ah ben oui. Bon, toi, tu es petite, mais je ne sais pas, à l'école. À l'école, salle juive, là, je l'ai eu, hein, de toute façon. C'est tout le monde l'a eu, tous les enfants de ma génération, bien sûr. Mais non. Par exemple, quand même, ma mère ne m'envoyait pas à l'école à Kippour. Tu vois, ça, c'était le seul truc. On ne faisait rien, mais je n'allais pas à l'école. Mais c'était difficile parce qu'il fallait dire pourquoi tu ne venais pas à l'école. Et dans ces années-là. Donc on sentait encore de l'antisémitisme. C'était terrible. Et c'est très. Je sais que quand mes filles ont été scolarisées, j'avais remarqué que les directeurs ou les proviseurs, je ne sais pas comment on les appelle, ils recevaient des circulaires du ministère de l'Éducation sur la date des fêtes juives. Mais c'est récent, ça fait 20 ans, ou 30, pas plus, 30 ans. Alors que la Shoah, c'est 71 ans, 77 ans. Non, c'était très dur à l'époque, on cachait qu'on était juifs. Vraiment, l'antisémitisme a perduré, et perdure d'ailleurs. Moi aussi, j'ai caché que j'étais juive, hein, c'est quand j'étais en France. C'est plus jeune, mais j'étais dans les écoles où j'ai été, il fallait mieux pas que je le montre. Bien sûr. Ça n'a pas vraiment changé, je ne sais pas si ça a vraiment changé. Je suis sûre que ça a changé. Mais toi, peut-être, c'était avec des musulmans. Musulmans et des noirs. Voilà, elle n'en avait pas encore. Non, je suis sûre que ça a changé. Un nouvel enseignement. Et vous disiez que votre maman, elle attendait pendant 6 ans après. Est-ce que du coup, elle allait au UTCA? Comment vous vous sentez? Ah bah oui, elle est allée au début. Elle me l'a dit ça. C'est bien de m'en parler. Elle est allée souvent, mais... Expliquez peut-être aux enfants ce que c'est le Lutetia. Alors le Lutetia, c'est un grand hôtel à Paris qui avait été occupé par les Allemands, donc les nazis, donc les méchants, ceux qui chassaient les Juifs. Et au retour de la guerre, enfin quand la guerre a été terminée, à la libération de tous ces camps dont j'ai parlé, où ils étaient prisonniers, internés, etc., exterminés, les familles qui n'avaient plus de nouvelles allaient dans cet hôtel parce que c'est là qu'étaient affichés les noms de ceux qui revenaient. Enfin, il y avait des listes, quoi. Donc tout le monde espérait retrouver le nom, la liste de la personne qui était partie au camp parce qu'on
ont supplié qu'ils soient encore vivants. Donc, il y avait plein de familles qui arrivaient, qui attendaient, qui priaient pour apprendre une bonne nouvelle. Pendant combien de temps il y a des gens à y aller? Je sais pas. Ça. Je sais pas. Mais elle n'a pas trouvé le nom. Ben non. Étais-tu caché pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant que les Allemands étaient là? Moi, j'étais un bébé, mais j'étais cachée en Corrèze, dans la ferme, jusqu'à l'âge de 1 an. Et comment tu as su que vous étiez libre? Ah ben parce que c'est la fin de la guerre. Donc c'était la libération de Il la n'y avait France. pas d'Allemands autour de toi Ah ben il y en avait, mais j'étais cachée. Parce que justement, je t'ai expliqué qu'on a quitté la ville de Brive, qui était une grande ville, parce que mon papa avait été arrêté là pour aller se cacher dans la campagne, dans une ferme, je ne sais pas, peut-être à 20 km de là. Donc, C'est là. des Vous gens étiez non avec lui? juifs qui les ont récupérés pour les protéger. Oui. C'est ceux dont je t'ai parlé, dont on disait que c'était des justes, parce qu'ils aidaient les juifs à se cacher. Vous avez fait les démarches C'était pour un faire récit. reconnaître comme juste? Elle n'a pas retrouvé. Elle est Non, retournée j'ai à pas sa ferme. Je suis retournée avec maman, je ne sais plus combien d'années. Enfin, il y a déjà plus de 20 ans qu'elle est morte, donc 30 ans peut-être. Donc on est parti à Brive, j'ai voulu qu'elle me montre l'endroit où ils ont habité. Et après on est parti dans la campagne rechercher, mais on n'a pas trouvé. La ferme n'existe plus. On n'a pas trouvé. C'était courageux pour elle de venir, maintenant je me rends compte. Parce que... Moi, je me demandais comment vous vous sentiez justement dans votre adolescence. D'un côté, vous avez votre famille qui entend parler de religion. Ah ben oui. Évidemment, c'est tout ça, personne ne peut comprendre ce qui se passe dans la tête d'une tragédie pareille. Et d'un autre côté, un antisémitisme qui est en plus super choquant parce que vous sortez de la guerre. Donc il y a un conflit, c'est-à-dire d'un côté, vos parents eux-mêmes n'assument pas leur judaïsme et les. Là, c'est pas le mot. On supporte pas de pas. Je peux pas entendre ce mot-là. Non, je veux pas dire assumer, attention, c'est pas ça le mot, mais vous, en tant que personne, je parle pas d'une. Mais comment vous avez eu l'idée d'aller au Talmud Torah C'est ça. Je sais pas, j'ai voulu comprendre peut-être dans mon cerveau d'enfant pourquoi c'était comme ça. Et... Mais vous saviez que vous étiez juif quand même. Ah oui. Vous parlez à la maison de Ben oui. d'être juif. Ben oui, comme mon frère aîné, il y a eu la circoncision, je me souviens très bien, j'étais là. Ouais. Non. Mais Il y avait une fierté à être juif ou par exemple ces termes-là? Ah non, il n'y avait pas de fierté. Enfin, on vivait dans la peur encore. On vivait dans la peur. Moi c'est super bizarre de pas forcément être fier d'être juif et en même temps de se faire insulter de ses juifs. Alors, on sait plus où on sait. Eh ben, il fallait vivre avec ça. Voilà, c'était comme ça. Eh ben, vous viviez dans la peur et ce qui démontre aussi, c'est le fait que votre frère ne soit pas appelé Michel, même d'elle, mais Michel. Oui, ça, voilà. Et ça faisait partie de la peur, en fait. Bah, bien sûr. Mais moi, j'ai rencontré des patients en fin de vie juifs qui pouvaient pas le dire, quoi. Je savais qu'ils étaient juifs et par le nom et partout. Mais même à l'approche de mourir, ils avaient peur. Je sais pas, il y a 20 ans, il y a 10 ans. C'est ancré en eux. Ils sont marqués au fer rouge, quoi. Parce que moi, j'ai souffert de mon chemin de vie, des épreuves diverses, mais j'ai pas souffert comme ceux qui ont traversé la Shoah, qui ont eu faim, qui ont eu peur, Enfin, il y a plein d'écrits là-dessus, c'est terrible, quoi. Ils n'ont jamais rien raconté, finalement. Et il y en a qui se sont... Regardez, Primo Levi s'est suicidé, il est sorti du camp, il s'est suicidé. Bruno Bettelheim, sorti du camp, il s'est suicidé. Et c'était des intellectuels remarquables qui ont laissé des écrits extraordinaires. Il y a eu aussi beaucoup de suicides, c'était insupportable. Et puis aussi, il y a la culpabilité du survivant. Moi, à un moment donné, ça m'a un peu effleuré. Hein. Alors, j'ai fait ce qu'il faut pour essayer de comprendre et de creuser ça. Ça m'a aussi aidé à m'en sortir. Mais pourquoi lui, il est là et le mien, il n'est pas là, quoi. D'ailleurs, la première fois que je suis allée à Auschwitz, je ne sais pas si parmi vous, certains sont allés, il y a à l'entrée, Arbeit, voilà, le travail rend libre. Et quand j'ai vu ça, je m'en souviens très bien, je me suis évanouie, j'ai perdu connaissance, vraiment perdu connaissance. C'était mon choc d'aller sur les traces. Le travail rend libre. Mais bon.
Alors c'était un point où on traitait très mal les gens. Et en fait, ils n'ont jamais été libres, les gens. Donc c'est pour ça que ça a choqué ta grand-mère. Moi, j'ai une question. Est-ce que la Shoah, pour vous, c'est quelque chose de quotidien que vous pensez tous les jours? Est-ce que vous arrivez à passer outre de temps en temps? Est-ce que vraiment c'est marqué voilà, il n'y a pas une journée, un moment où Alors, ça vous rappelle non, j'y pense pas tout le temps. Mais par exemple, chaque fois que j'arrive en Israël, dans l'avion, je pleure quand j'arrive parce que c'est une émotion qui monte. Et je me suis toujours dit que si on avait eu une terre à nous il y a 77 ans, ben, mes parents seraient, enfin, mon père il serait là, mon père, mon grand-père et puis tous les autres. Donc, voilà, c'est merveilleux d'être là. Bon. Mais malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas où fuir, il n'y avait pas où aller. Ils étaient pris comme dans un étau. Et vous savez comment ils arrêtaient les Juifs, quoi. Et en plus, même les Juifs français qui avaient pris la nationalité, ils les convoquaient dans les commissariats. Une fois qu'ils arrivaient au commissariat, terminé, quoi. Embarqués. Ça a été beaucoup ça. Ça a été suite à un recensement, la rafle du Veldiv. Je pense que tu as travaillé dessus. Il y a eu quelques enfants qui ont été échappés du Veldiv, qu'on a fait, parce qu'il y a eu des assistantes sociales qui ont été remarquables, qui disaient que les enfants étaient malades, il fallait les emmener dans les hôpitaux. Enfin, j'ai entendu des témoignages. Il y a eu des belles choses aussi. Il y a eu des chrétiens qui ont sauvé des juifs. Il y en a eu, heureusement. Moi, vous avez raconté sur la culpabilité par rapport à votre grand-mère. Votre mère, c'est un peu semblable, pas tout à fait, mais par exemple, mon grand-père, donc lui, il y a eu la rafle à Marseille après un 43. Ils sont passés dans la zone libre. Oui. Et en fait, le frère de mon grand-père, qui était aussi à Marseille, mon grand-père était marié avec une femme qui était non-juive à l'époque, et c'est ce qu'il a plus ou moins sauvé. Et en fait, quand il devait y avoir la rafle, parce qu'elle n'était pas juive, elle était au courant, il n'a pas eu le temps et il n'a pas prévenu son frère. Il est parti à Montpellier. Donc mon père, on a toujours, quelque part, il en a voulu, pas voulu, mais il a toujours demandé comment ça se fait que tu n'as pas eu le temps de prévenir ton frère. Il y a toujours ces questions-là qui restent. Mais bien sûr, dans les familles, il y a des. Et je me rappelle, même quand j'étais petite, j'entendais tout le temps mon père demander mais comment tu n'as pas prévenu ton frère? Raconte-moi, je ne comprends pas, je ne comprends toujours pas. Et mon grand-père réexpliquait. Il dit je ne comprends pas, tu aurais pu le prévenir. Et donc ça reste. C'est une souffrance supplémentaire. Quoi. Comment? Une souffrance supplémentaire. Ouais, toujours. Ah, je sais pas, tu veux Et pour clarifier pour les enfants, il n'y avait pas WhatsApp à l'époque. Il n'y avait aucun moyen de prévenir rapidement. Ça. Il fallait aller chez les gens, téléphoner. Si vous avez des questions dans le Zoom, là, vous pouvez intervenir. Moi, j'aurais entendu parler d'une rêve parce que j'aurais pris le risque de sauver ma soeur. Non, il n'a pas mis leur caméra. On ne peut pas savoir comment ça réagit. Ça, c'est des questions. Les galeries, oui. Mais il y en a que les aussi sur l'écran. Non, il y en a. Voilà, mais Ils ont bloqué leur caméra, vous le voyez. Vraiment? Nathalie, tu as une question? Personnes, Il y a combien? Il y a mon petit-fils Simon même qui est là. Ah, Ninon, elle demande une question, regarde. Non, c'est quoi? C'est le WhatsApp qui arrive ici. C'est pour Héloïse. Gisèle. On en débrief, ça y va. Donc, alors, je vais lire ce qui est dit. On a beaucoup appris de ton parcours. Gisèle, elle parle. Si, il y a une question, il y a Gisèle. C'est pas une question, c'est tout simplement, je suis très émue d'entendre Claudine nous parler de son parcours de vie, parce qu'en fait,
parce qu'en fait, elle a une vie tellement spéciale et, et finalement, oui, beaucoup de choses, on ne savait pas. Et son attachement à Israël et son attachement. Et j'avais pas compris pourquoi, en fait, maintenant je le sais, hein, pourquoi tu préfères le judaïsme libéral, hein, à celui qui est plus conventionnel. J'ai eu 3 filles en plus, alors. C'était la totale. Que j'ai éduquée. Tu as éduqué. Bien éduqué, tu peux dire. Bien éduqué. Voilà. Écoute, Merci Gisèle. On est très content de t'avoir entendu, enfin moi du moins. Et puis, c'est un sujet en plus qu'on va développer au face-à-face, tu sais. Voilà, d'accord. Quand je prendrai des cours de cuisine chez toi. Des cours de cuisine. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. C'est plutôt les enfants qui ont. Je sais pas, c'est qui veut du coup. Qui est-ce qui a. Mais Ninon, elle veut parler, je crois. On peut pas. Ah non, c'est pas. C'est ouvert, c'est ouvert. Ninon? Regarde, comment on fait? Non, mais Ninon, elle a enlevé son haut-parleur. Il faudrait qu'elle. C'est elle qui doit le faire. Ah. Ninon. Attends, demander la réactivation du micro. C'est l'autre qui active les. Ah, il faut. Laissez les enfants. Attends, vas-y, s'il te plaît. Vas-y. Pourquoi je vois que Nathalie. Ah, Et voilà, voilà. Ninon. Ninon, on t'entend, Ninon. Est-ce que tu as des questions, ma fille Ninon? Non, Malou, j'ai pas de questions. Je suis très émue par ton témoignage. Merci, ma beauté. Tu ne savais pas toutes ces choses presque? Bah, si, j'en savais quand même une bonne partie, mais bon, là, je suis en concentré, quoi. Voilà. J'ai déjà entendu à peu près tout, mais étalé sur 46 ans. Merci pour les photos. Hein. Vous avez pu voir les photos, les gens du Zoom? Non. Non. Je ne peux pas les voir. Un mail, Qui est-ce qui a préparé un texte? Alors, moi, Elise, elle m'a demandé de préparer un texte, j'en ai préparé un, mais après, c'est pas au départ. Parce que quand elle m'a demandé, j'ai dit oui. Alors, Alex, tu veux lancer? Alors, en fait, c'est un extrait du discours de Madame Simone Veil. Bah, tu peux te mettre là, comme ça ils vont Je voir. peux. Tiens, essayez. Alors, je vous présente Alexandra qui va lire un texte. Merci. Alors, c'est intéressant parce qu'on a parlé de Drancy juste avant, et justement, Simone Veil est passée par Drancy avec sa famille et a été aussi arrêtée en ce qui était avant la zone libre, à Nice, avec sa famille en 1942, et a été déportée après être passée quelques temps à Drancy, et elle a fait je vous conseille d'écouter son témoignage, elle a fait une dizaine d'années pour les archives du... je vais peut-être mettre en... le micro. Non, je vais les muter, mais je ne sais pas faire. Elle a fait justement un témoignage de 2h30 pour les archives des déportés, et je vous conseille de le voir parce qu'il est sur YouTube et c'est très intéressant. Donc en 2004, le 27 janvier 2004, le jour anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, elle a fait un discours devant les députés en fait, à Berlin, et ça c'est un extrait de son discours. Le 27 janvier 1945, quand les premiers soldats soviétiques entrèrent dans les camps d'Auschwitz, ils n'y trouvèrent, incrédules et terrifiés, que quelques milliers de malades et de mourants qui avaient par miracle échappé aux nazis. Quelques jours auparavant, les dizaines de milliers de détenus d'Auschwitz, encore vivants que nous étions, avons été contraints, entraînés de force et sous la menace de se rassembler et de prendre la route dans cette marche de la mort. Contrairement à la libération de Paris, par exemple, dont nous célébrons le 60e... C'était l'heure de son discours. Donc, contrairement à la libération de Paris, la libération des camps n'eut rien de festif.
Pour les armées et les peuples en guerre, ce ne fut sur le moment pas même un événement. Le camp libéré, cela voulait dire que les chambres à gaz ne tournaient plus, que les trains n'arrivaient plus, que les ordres implacables s'étaient enfin tus. La machine infernale s'arrêtait, celle qui avait tourné à plein régime les derniers mois avec une cadence implacable, d'autant plus implacable que les nazis, sentant tourner le vent de la guerre, voulaient parachever leur grande œuvre d'anéantissement du peuple juif avant que la défaite de leur armée ne les en empêche. Le camp cessait donc de fonctionner. Pour les milliers de déportés encore en vie, le risque vital paraissait suspendu. Nous avons eu alors l'espoir, compte tenu de l'avancée rapide de l'armée rouge, d'être très vite libérés, à moins que les SS n'aient le temps de nous exterminer auparavant. En fait, après avoir marché plusieurs jours dans le froid et la neige, emmenés dans des wagons à ciel ouvert vers des camps à l'ouest, Dora, Mauthausen, Buchenwald, Bergen-Belsen, nombreux furent ceux qui mourirent en chemin d'épuisement et sous les dernières balles des SS. Notre cauchemar était loin d'être terminé. Il nous fallut attendre encore plusieurs mois pour être libérés. Entre-temps, l'épuisement, la faim et le typhus, les exécutions sommaires ont tué un grand nombre de ceux qui avaient miraculeusement survécu jusque-là. Je me souviens de l'arrivée des soldats anglais à Bergen-Belsen. C'est à peine si nous avons pu nous réjouir. La libération venait trop tard. Nous avions le sentiment d'avoir perdu toute humanité et toute envie de vivre. Nous, les rares escapés, nous n'avons plus de famille, plus de parents, plus de foyer. Seuls, nous l'étions, d'autant plus que nous avions vécu, personne ne voulait le savoir. Ce que nous avions vécu, personne ne voulait le savoir. Ce que nous avions vu, personne ne voulait l'entendre. Ce que nous avions à raconter, personne ne voulait en partager le fardeau. Nous ne devions pas vivre. La suprématie nazie était tellement écrasante que nous avions intériorisé jusqu'à l'inéluctabilité de notre condamnation à mort. Nous, les rescapés, nous, les témoins, n'avions survécu que pour être rendus au silence. Qu'ils vivent, soit, mais qu'ils se taisent, semblait nous dire le monde hors du camp. Tant d'autres problèmes retenaient alors l'attention. L'histoire continuait sa marche implacable. La guerre n'était pas encore finie. Après avoir fait de nombreuses victimes, elle allait bientôt s'achever, mais pour laisser place à d'autres tensions. Les sociétés pensaient à leurs plaies, les prisonniers rentraient, mais une grande partie de l'Europe était détruite. Le bruit des armes cessait, mais l'Europe se déchirait en deux. Bientôt, de l'autre côté du mur, un autre totalitarisme allait priver de liberté la moitié du continent, rendant tout dialogue et toute communication impossible. Sur le moment, la libération du camp ne fut pas un événement pour le monde extérieur, ni le retour à la vie normale pour nous. D'ailleurs, y sommes-nous jamais arrivés? Dans l'Europe libérée du nazisme, qui se souciait des survivants d'Auschwitz. Dans l'histoire qui commençait déjà à s'écrire, pour la mémoire blessée qui forgeait ses premiers mythes réparateurs, nous étions des témoins indésirables. Voilà. Ouais, il y a Mallory qui devait venir ce soir et qui a été remplacée par Bruno et qui est venue avec un texte qu'elle voulait lire. Bruno, tu veux le lire? Oui. Je n'ai pas lu, hein, donc je vais le découvrir. C'est trop long ce qu'elle a pris quand même. Non, mais j'ai lu que le premier texte, parce qu'après, j'ai plein de citations. Je commence là, c'est ça? Voilà. Jusqu'à que. Okay. Donc, c'est un extrait de Si c'est un homme de Primo Levi. C'est très original hein, ce qu'elle a trouvé. Bah oui. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez si c'est une femme que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas, gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant, répétez-les à vos enfants, ou que votre maison s'écroule, que la maison vous accable, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Très bien. Je vais prendre le même texte. Pardon? Je vais prendre le même texte. Et elle n'avait pas. Bon, on peut. Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup. Le buffet est ouvert.